Ni Poutine, ni Trump, ni esprit munichois, ni engrenage guerrier, c'est à mon sens le fil conducteur, la ligne de crête qui peut rassembler à gauche pour porter une autre voie, une autre vision du monde et surtout le chemin de la paix. Or, je constate aujourd'hui que les gauches et les écologistes n'ont toujours pas réussi à prendre une initiative d'ampleur, à mobiliser le camp de l'émancipation humaine, et ce qui semble dominer, c'est l'effroi, l'atonie et le spectacle de division. Moi, il me semble que le moment est venu de se retrousser les manches et, sans nier les divergences d'appréciation qui sont réelles, qui viennent aussi d'histoires différentes, de chercher ce qui peut être commun, car nous avons la responsabilité d'être au rendez-vous de l'histoire, parce que ce qui se joue, c'est la paix à travers le monde, et c'est aussi dans cette bascule considérable sur le plan géostratégique, dans ce réagencement en fait de l'ordre du monde, je pense que c'est même carrément une vision de notre civilisation qui s'affronte entre le modèle porté par Poutine, Trump, de manière très forte, et pas seulement, aussi Benjamin Netanyahou et d'autres, c'est-à-dire ceux qui sont attachés à une vision impérialiste, à la loi du plus fort, à la prédation, au mépris total de la démocratie, de la connaissance aussi et de la vérité, ceux qui sont dans le déni climatique, bref, je ne fais pas toute la liste, mais vous voyez, ceux qui sont du côté des dominants et de la force des dominants, face à eux, nous avons besoin d'affirmer fortement une autre logique, une autre vision du monde, un autre choix de civilisation qui repose sur la coopération, sur les règles communes, sur le partage des ressources et des richesses, sur l'impératif à relever le défi climatique et aussi sur l'affirmation de la démocratie et de la connaissance et de la vérité plutôt que leurs faits alternatifs. Tout cela, il faut le donner à voir, et cet autre choix, c'est ce que moi j'appelle l'esprit public, c'est le choix de l'économie du partage, de la démocratie, du fait aussi d'avoir des États qui soient des États stratèges pour conduire les changements nécessaires, mais aussi sur le plan international. Je crois que ce nouvel ordre du monde que nous avons à il doit reposer sur la conscience que le compromis issu de 1945, qui avait mis de côté toute une série de pays qui depuis ont émergé, ne peut plus durer. D'ailleurs, la France a une responsabilité, comme l'Union européenne, à s'être endormie et à ne pas avoir vu les reconfigurations quand la Russie, la Chine en particulier, se sont occupés de ces pays dits émergents. Or, nous avons là des points d'appui. Des points d'appui avec l'Afrique du Sud, avec le Brésil, avec d'autres, qui, dans ce moment très tragique de notre histoire, doivent indiquer le chemin d'alliance sur des objectifs précis et d'alliance autour d'une autre, encore une fois, vision du monde qui repose sur des règles. Aujourd'hui, pour moi, le plus important, pour commencer, c'est d'affirmer notre solidarité avec le peuple ukrainien et de qualifier de manière extrêmement claire ce que Poutine a fait et continue de faire en termes de annexion illégale dans le droit international, de crimes de guerre et aussi d'ingérence dans les politiques, notamment à l'échelle européenne, dans nos démocraties. Tout cela n'est pas acceptable et il faut le dire avec très grande fermeté. De la même manière, nous devons que cette solidarité avec le peuple ukrainien, elle ait une traduction concrète. Car si les Ukrainiens ont tenu contre toute attente, parce qu'au démarrage de cette guerre, quand il y a eu l'agression de Poutine, on pensait globalement que cette affaire durait quelques semaines ou quelques mois et que les Ukrainiens seraient écrasés. Ils ne l'ont pas été. D'abord parce qu'ils ont l'énergie des dominés, que l'on connaît bien depuis tous les mouvements de décolonisation où on a vu que justement des puissances très fortes militairement pouvaient être finalement battues par des peuples parce qu'ils ont la rage de la liberté. Et s'ils ont tenu, c'est parce que nous avons apporté un soutien politique, symbolique et concret militaire. Donc nous devons renforcer cette aide et exprimer clairement cette volonté de soutien. C'est pour ma part la raison pour laquelle ce qu'il a emporté dans le vote de la résolution à l'Assemblée nationale qui avait lieu mercredi soir pour exprimer ce soutien, moi, c'est ça qui l'a emporté et le texte est pourtant pas fameux et j'ai beaucoup de désaccords avec ce texte. Et ce que je veux dire ici, c'est que malgré les positions que j'ai entendues des uns et des autres à gauche, des votes qui sont aussi des votes différents pour le pour, l'abstention, le vote contre,
eh bien au fond, il faut aussi entendre, s'écouter et regarder ce qui est commun dans l'ensemble de ces discours. Parce que nous avons la responsabilité de créer du commun et aussi parce que je pense qu'il y a des bases possibles pour le faire. Il se trouve que nous avons enterré 2 pommes de discorde. Ces pommes de discorde sont en gros celles de l'aveuglement, le campisme, l'atlantisme. Ça n'est plus du tout de saison. On le voit bien, qui peut croire aujourd'hui que Donald Trump, les États-Unis de Donald Trump, pourraient être nos alliés? Bon, je crois que plus personne à gauche est en situation de défendre un tel parti pris. Et de l'autre côté, qui peut continuer à nous dire que après le Donbass, la Crimée, l'invasion de l'Ukraine, l'armement aussi considérable de Vladimir Poutine et les crédits hors normes que déploie Vladimir Poutine pour son pays, qui peut croire qu'il va s'arrêter là? Non, ses visées impérialistes sont très fortes, et ce d'autant qu'il a trouvé un allié avec Donald Trump qui a fait un retournement d'alliance tout à fait stupéfiante, et d'ailleurs qui pouvait imaginer que l'OTAN tomberait à cause des États-Unis. Ce n'était pas forcément évident. C'est vrai que j'appartiens à une famille politique qui depuis très longtemps met en garde sur cette OTAN. Néanmoins, je pense que personne ne pouvait imaginer l'ampleur de ce que signifiait l'arrivée de Donald Trump au pouvoir, la vitesse avec laquelle il est dans une situation de destruction, même s'il y a des bornes. Mais on voit que c'est très offensif, très violent, et que c'est de nature à pouvoir réagencer le monde de manière extrêmement négative. Donc le temps des aveuglements doit cesser, clairement, et je pense qu'il faut être très clair sur une manière de repenser le monde où on comprend que d'Occident, il n'y a plus, et que de Sud global, probablement, il n'y a jamais eu. Donc c'est une reconfiguration. Comme il se trouve que l'armée russe est à nos portes, aux portes de l'Europe, c'est évident que la coordination des pays européens est très importante dans la séquence. C'est une question quasiment géographique, mais elle est insuffisante. Insuffisante à savoir comment bien réagencer le monde de telle sorte que nous puissions faire contrepoids véritablement à ces impérialismes nouvelle génération qui se déploient et qui se déploient dans des formes très autoritaires et très brutales. Alors c'est notamment de ce point de vue que je trouve que la résolution votée à l'Assemblée nationale n'était vraiment pas à la hauteur. Elle continue à être dans une forme de déni à l'égard de la dangerosité de Donald Trump, elle continue à se référer à l'OTAN, et je crois qu'on ne peut pas être bien orienté dans ce monde si l'on ne voit que la menace de Poutine. Il faut être très clair sur la dangerosité du modèle de Trump et de l'impact de Trump. Cette résolution qui n'a pas valeur de loi, donc au fond, ce sont des principes qui sont adressés à l'Union européenne, ça n'a pas force de loi. Mais je dirais que l'un de ses problèmes également, c'était qu'elle avait choisi de faire la part belle à la défense sans, au fond, signaler, écrire dans le marbre qu'est-ce qu'on veut défendre. Et pour moi, on ne se défend bien que si on est capable d'offrir une autre vision du monde. Et de ce point de vue, j'estime qu'il y a une forme de stratégie du choc de la part d'Emmanuel Macron, de Ursula von der Leyen, parce que ce qui est aujourd'hui dit, c'est nous allons mettre le paquet, carrément faire péter même les 3% de la règle de Maastricht pour investir dans notre défense, dans nos armées. Mais cela ne fait pas une stratégie géopolitique pour la paix et cela ne crée pas un sentiment patriotique. Cela n'est pas non plus, évidemment, à la hauteur des défis climatiques et des défis sociaux de notre temps. Or, si on veut la paix, il faut de la justice sociale. Il faut résorber le dérèglement climatique, agir de manière solidaire face aux catastrophes naturelles. Parce que sinon, on sait que là, on a des foyers terribles de conflits. Et si Trump a des visées sur le Groenland, sur le canal du Panama, etc., et évidemment en Ukraine avec les minerais, on voit bien que les enjeux qui sont liés à la raréfaction des ressources sont des enjeux qui sont des enjeux pour la paix. Et donc nous devons nous en occuper. Donc il n'est pas question pour nous, à gauche, et je pense que cela fédère, de dire on met de l'argent pour nos armées, pour
faire face au fait que nous n'acceptons plus la sécurité des États-Unis et de toute façon, il n'y a plus de sécurité pour nous avec les États-Unis et nous avons à construire notre indépendance. Mais il faut être clair aussi qu'il s'agit d'une défense, de la dissuasion de notre souveraineté et de notre indépendance et certainement pas d'une logique va-t-en-guerre, c'est-à-dire aussi d'une logique qui fait primer, qui centre tout sur les dépenses militaires en ne se donnant pas les moyens de la paix. Et ça, c'est très inquiétant. Il faut le dire avec force, parce qu'on ne prépare pas la paix en ayant en tête que les budgets militaires, c'est-à-dire en préparant la guerre. Dissuasion, oui. Indépendance, oui, mais toujours avec une logique et une stratégie pour la paix. De la même manière, cette résolution à l'Assemblée nationale avait, me semble-t-il, un troisième problème, c'est que, alors qu'elle aurait pu être plus consensuelle, avait été intégré le fait qu'il fallait au début accélérer, puis ça a été amendé, en tout cas accompagner l'entrée de l'Ukraine dans l'Union européenne. Or, ce sujet, à mon sens, ne peut pas être traité à la va-vite dans une résolution. Il mérite une discussion sérieuse pour mesurer les implications, s'en prémunir, parce qu'aujourd'hui, le cadre européen est une espèce de jungle. Il y a une concurrence à l'intérieur des pays européens, puisque les traités, les uns après les autres, organisent la concurrence libre et non faussée et non pas la coopération, et que donc nous avons un débat sur les conséquences de cette éventuelle entrée. Alors effectivement, nous nous sommes éclatés dans ces votes et nous voyons, je le redis, ce spectacle de division. Il y a des sujets qui sont des sujets clivants, mais j'aimerais bien que chacune et chacun fasse l'effort de tendre l'oreille et soit capable de remettre en cause aussi ses propres logiciels. Au final, sur cette résolution, dont vous aurez compris que je suis également critique, même si je l'ai votée en faisant primer mon soutien aux Ukrainiens, il y a finalement beaucoup de débats sur lesquels on peut trouver des bases communes, mais surtout, même sur ceux sur lesquels nous ne sommes pas d'accord, je nous invite à tendre l'oreille aux arguments des autres et à les écouter vraiment, sérieusement, parce que parfois on plaque des idées reçues, on n'écoute plus parce qu'on a décidé de recréer un clivage qui serait une césure à nouveau durable entre au moins deux gauches, si ce n'est plus. Et je prends par exemple le cas des avoirs russes. La résolution proposait de les saisir, alors de saisir les avoirs de l'État russe, puisque l'État russe, on le sait, est aussi constitué très fortement sur la base de ses oligarques. C'est lié, mais ce n'est pas directement la saisie des avoirs des oligarques. Néanmoins, nous avons entendu des arguments de ceux qui sont contre à gauche qui nous disaient qu'il fallait faire attention au fait que le droit international interdit cette saisie et que si on veut défendre le droit international face aux agressions et aux remises en cause du droit international, peut-être qu'il ne faut pas nous-mêmes avoir des contorsions avec cela. Ce n'est pas mon point de vue. Moi, je pense que, in fine, dans ce conflit très fort avec les Russes, nous avons aujourd'hui besoin de mesures très fortes dans le rapport de force et que, par ailleurs, puisque justement, quand on tape au portefeuille, quand on tape sur ces avoirs-là, eh bien, effectivement, c'est une manière d'affirmer notre pouvoir, tout simplement, dans le cadre de ce rapport de force. Par ailleurs, j'avoue que je n'ai pas une compassion extrême pour les oligarques russes. Néanmoins, chacun peut convenir que l'argument qui était notamment très bien avancé par mon collègue Jean-Paul Lecoq, communiste, est un argument qui peut s'entendre et qui mérite d'être discuté. Et il mérite tellement d'être discuté que j'ai constaté que, par exemple, Jean-Luc Mélenchon, en 2022, c'est pas si vieux, disait lui-même qu'il fallait prendre les avoirs russes, tout prendre, les villas, les appartements, et que c'était comme ça qu'on allait mener le rapport de force avec Poutine. Donc on voit bien que les positions ne sont pas aussi fermes et définitives et qu'il y a matière pour dialoguer et essayer de trouver ce chemin de crête commun. Autre exemple, le débat sur la défense européenne. On ne sait pas toujours ce qui est mis derrière. Quand on discute avec des gens de gauche qui disent « oui, moi je suis pour une défense européenne », parfois on est surpris de voir qu'en discutant plus avant, personne ne parle quasiment d'une armée européenne et beaucoup font dépendre l'armée avec la souveraineté. Pour ma part, je ne vois pas comment on fait une armée européenne aujourd'hui, non seulement parce qu'il y a des pays comme la Hongrie
de Viktor Orban ou comme l'Italie de Giorgia Meloni, mais aussi parce que pour moi, toute armée doit être corrélée à un pouvoir politique, c'est-à-dire à de la démocratie et de la souveraineté. Et une fois que j'ai dit ça, je pense néanmoins que aujourd'hui, la coordination, la coopération des armées européennes est essentielle. C'est, comme je l'ai dit tout à l'heure, une question géographique, c'est une question politique, mais elle nous est posée dans des termes qui sont très curieux, très nouveaux aussi, par cette percée de l'extrême droite à la tête d'État de l'Union européenne et en dehors de ce cadre de l'OTAN qui vient de s'écrouler totalement. Et donc, on a besoin de réfléchir à quels sont les bons cadres d'alliance. Et là, je le redis, ma conviction, c'est que nous avons à gauche à mettre sur pied un nouvel ordre mondial, en tout cas à contribuer à définir un nouvel ordre mondial. Et ce nouvel ordre mondial doit s'appuyer sur des pays qui sont aujourd'hui ceux que l'on appelle du Sud, du Sud global à tort, hein, parce que le Sud global n'est pas un tout, comme je le disais tout à l'heure. Donc il faut impérativement que nous réfléchissions à ces alliances nouvelles et que nous enfermions pas nos raisonnements dans une simple logique de puissance. Il y a les Américains, il y a les Russes, il y a les Chinois. Eh bien, faisons un petit Occident pour nous aussi montrer qu'on a du muscle et qu'on est dans l'engrenage de la force et de la guerre. Ça, c'est pas la solution. La solution, c'est de promouvoir une autre vision du monde. Et donc, moi, je pense que ce qui galvanise potentiellement le camp de l'émancipation, c'est d'être très au clair dans la défense d'un autre modèle. Cet autre modèle, je l'ai défini tout à l'heure, je le redis ici, c'est celui de l'économie de la mise en commun, c'est celui du droit et de l'égalité face à leur obsession de l'identité et face à leur mépris du droit international. C'est également celui de la connaissance contre les faits alternatifs et le complotisme. C'est bien sûr la prise en compte sérieuse dans nos politiques publiques du défi climatique, là où eux sont dans le déni total du climat, et bien sûr la défense des dominés partout, là où eux ne rêvent que d'une chose, c'est d'écraser les dominés et d'affirmer la fierté des dominants. Donc vous voyez, ce sont deux mondes qui sont si opposés qu'on est face à deux choix de civilisation, et c'est pourquoi nous devrions être sûrs de nous-mêmes, fiers de ce commun-là, parce que ce n'est pas rien que d'être solidaire avec l'Ukraine, que de vouloir des règles de droit, que d'être attaché au droit international, de défendre des principes humanistes face aux monstres de leur projet, au caractère monstrueux de leur projet politique. Tout cela n'est pas rien non plus de dire qu'il ne peut y avoir de défense que si on sait ce qu'on défend, et il ne peut y avoir de défense, d'argent en tout cas supplémentaire mis dans la défense, que si on ne détruit pas le modèle que l'on prétend défendre. Donc il est hors de question d'accepter qu'on ait des dépenses faramineuses sur le terrain militaire pendant qu'on demande à la majorité des Français de se serrer à nouveau la ceinture, de casser les services publics, de renoncer à la bifurcation écologiste. Tout cela n'est évidemment pas du tout acceptable et ne rendrait pas le peuple patriote. Le tragique de l'histoire qui se déroule aujourd'hui suppose qu'on sorte de nos vieilles lunes, qu'on sorte de nos divisions et qu'on soit capable de prendre l'initiative ensemble. Et je le dis avec gravité parce que ce qui se joue aujourd'hui, ce n'est même plus seulement l'avenir des Françaises et des Français, et notamment le fait que nous n'ayons pas Marine Le Pen et le Rassemblement national au pouvoir en France demain, ce qui suppose de se mettre en mouvement et d'avoir une solution, une proposition politique digne de ce nom pour gagner, dans le cadre de la tripolarisation du champ politique, où le ticket d'entrée, notamment la présidentielle au second tour, est élevé et donc suppose qu'on ait un cadre commun, ce qui rendra aussi crédible notre proposition politique. Mais je crois qu'il faut prendre la mesure que si Marine Le Pen arrive au pouvoir, c'est aussi un enjeu pour la paix dans le monde, car elle serait une alliée de Trump et de Poutine. Donc nous ne jouons pas seulement le sort des Français, mais aussi celui de la paix dans le monde. C'est pourquoi je pense qu'il faut se retrousser les manches, il faut se parler et s'écouter et mettre sur pied une doctrine qui soit celle du XXIe siècle pour le camp de l'émancipation humaine en digérant ce qui est en train de bouger et qui ne bouge pas seulement depuis l'arrivée de Trump au pouvoir, depuis l'agression de Poutine, qui est en fait un long cheminement qui a à voir aussi avec
les catastrophes induites par la logique du capital à l'échelle mondiale et qui a à voir aussi avec notre capacité à nous d'entraîner et de créer une espérance. Nous avons pris du retard, mais je pense que l'histoire peut s'accélérer en notre faveur. Ce qui se passe aujourd'hui avec Donald Trump crée aussi beaucoup de peur partout. Il faut que cette peur, cette angoisse se transforme en colère et donc en espérance commune. C'est pourquoi je propose, et j'aimerais, que nous réussissions à faire de grands rassemblements partout en France, encore une fois sur ce mont d'Orme, ni Poutine, ni Trump, une stratégie pour la paix et une vision du monde qui soit celle du progrès humain et pas du chaos.